Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je n'avais pas de micro, pardon. Oui. Et je le disais avec cette question qu'on vous pose au lendemain de la victoire de Giorgia Meloni en Italie. Comme le dit Laurent Berger de la CFDT, les Italiens ont-ils mal voté? C'est la question que l'on vous pose et vous êtes en majorité à dire que oui. Non, pardon, à 97%. Félix Mathieu, la coalition de Giorgia Meloni a donc obtenu le succès promis par les sondages. 26% pour son parti qualifié de post-fasciste Fratelli d'Italia, mais en ajoutant ses alliés Matteo Salvini avec sa Ligue, ainsi que Silvio Berlusconi et Forza Italia, l'ancienne admiratrice de Mussolini devrait donc pouvoir compter sur une majorité absolue. D'où ces mots ce matin sur Europe 1 de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. L'extrême droite, c'est-à-dire une vision rétrécie de ce que doit être une nation, une vision de la place des femmes dans la société qui est davantage à la maison que dans l'espace public et dans le travail, un rapport à l'étranger qui est refermé sur elle-même. Enfin voilà, je pense que c'est l'extrême droite. On entend ultra-conservatrice. En fait, c'est l'ancien parti néofasciste. Elle représente ce que, je crois, le syndicalisme européen que je représente comme président de la CES essaye de combattre. Ils ont mal voté alors ? Oui, je crois, ouais, mais je crois. Bien sûr, j'ai dit que, à mon sens, ils ont mal voté. Je suis encore un citoyen qui a le droit de dire ce qui, je pense, est un bon vote ou un mauvais vote. Et à droite, parmi ceux qui saluent cette victoire de Giorgia Meloni en Italie, certains en appellent à la démission ou au moins à des excuses d'Ursula von der Leyen pour ces mots en forme d'avertissement prononcés ce week-end. La présidente de la Commission européenne s'exprimant devant des étudiants américains à propos du scrutin en Italie et des risques d'atteinte aux droits fondamentaux de l'Union européenne. We'll see. If things go in a difficult direction, I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. Nous verrons bien si les choses vont dans une direction difficile, comme pour la Hongrie et la Pologne. Nous avons des outils, lance Ursula von der Leyen, allusion aux possibles sanctions. L'Italie étant la principale bénéficiaire du plan de relance européen. Elle a aussi rappelé tout de même que la Commission travaillait avec tout gouvernement élu démocratiquement, pourvu qu'il le veuille bien. Des propos défendus ce matin sur France Info par la Première ministre Elisabeth Borne. Ce que dit la présidente de la Commission, c'est que en Europe, on porte un certain nombre de valeurs et que bien évidemment, on sera attentif, et la présidente de la Commission, à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des uns et des autres, notamment le respect du droit à l'avortement, par exemple, soient respectés par tous. Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons, a souligné l'Élysée dans un communiqué cet après-midi. En tant que pays voisin, en tant qu'amis, nous devons continuer à œuvrer ensemble, ajoute la présidence de la République française. Et tout de suite, le débat du jour. Sous les applaudissements, avec un large sourire aux lèvres, Giorgia Meloni revendique la victoire de son parti aux élections législatives italiennes. Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Elle est très à droite. Bien plus à droite d'ailleurs que Marine Le Pen. Donc plus que choquée, je suis effondrée. Moi je crois que Mussolini c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Parce que j'ai peur pour l'Italie, j'ai peur pour l'Europe, j'ai peur pour les femmes, j'ai peur pour les étrangers, j'ai peur pour les homosexuels. Tout ce qu'elle a dit, elle va le faire. Philippe Bilger, c'est la question qu'on pose et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une forte majorité puisque c'est 97% de non, comme l'a dit Laurent Berger. Est-ce qu'on peut mal voter en démocratie ? Moi, je considère que on ne doit pas se substituer au peuple et aux États. Je veux dire, je peux, en tant que citoyen, penser probablement, peut-être, que l'union des droites dans laquelle Fratelli d'Italia est très largement dominante sera peut-être une mauvaise solution pour répondre aux défis du présent. Mais autant Laurent Berger, en tant que syndicaliste, peut dire ce qu'il veut. J'estime qu'on n'a pas à dire qu'on a mal voté. Encore une fois, on est en démocratie. L'Italie est une démocratie. Elle a voté comme elle l'entend. Et de la part d'Ursula von der Leyen, ça m'apparaît comme une faute grave. Et probablement c'est à cause de cette volonté européenne d'imposer des principes et des valeurs déconnectés du réel que dans plusieurs pays, il y a ces avancées
d'extrémisme, de pensée conservatrice, d'ailleurs que pour ma part, je ne récuse pas. Et donc, au lieu de réfléchir sur ces avancées en Allemagne, en Suède, en Italie, eh bien, on les stigmatise moralement sans s'interroger sur les motifs qui pourraient les faire diminuer. Est-ce qu'on peut mal voter ? Alors on peut mal voter au sens, si on entend mal comme étant ce qui est mauvais, donc ce qui ne rechercherait pas, par exemple le bien commun, le bien collectif dans une nation. Dans ce sens-là, oui, on pourrait dire à quelqu'un en face de nous qui s'apprêterait à voter dans un sens qui nous semble pas bon, on pourrait dire tu as mal voté ou tu vas mal voter. Mais il faut vous dire dans la ce même chose. sens-là. Bien sûr, c'est l'expression de la démocratie. Donc, au sens individuel, ça me choque pas qu'on ait un avis comme ça. Ça n'a aucune valeur, j'ai envie de dire, ça n'a aucune portée particulière autre que la portée médiatique qu'on lui donne. En revanche, après, sur la position d'Ursula von der Leyen au niveau de l'Union européenne, elle me choque beaucoup moins. La présidente me choque pas spécialement, mais celle-là me choque vraiment pas, parce qu'en fait, l'Union européenne est quand même construite comme un club, avec des règles effectivement pour pouvoir y rentrer, des règles pour pouvoir y rester. La zone euro, c'est un peu un club dans le club. L'espace Schengen, c'est encore un autre système. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même 140 milliards d'euros, il me semble, qui sont toujours à rembourser de la part de l'Italie à l'Union européenne, suite notamment au Covid, évidemment aux politiques de relance qui ont dû être mises en place. Je pense que l'Italie était quand même bien contente, qu'elle, je crois, à 150% près d'endettement par rapport au PIB. T'es bien content de pouvoir avoir cet argent pour pouvoir survivre et continuer, ce qui est très bien. Donc, mais oui, il y a des contreparties. Après, les contreparties, on peut ne pas les accepter. C'est-à-dire que vous dites que quoi ? C'est que les avantages et pas d'inconvénients, je veux dire, il y a eu le Brexit, je veux dire, maintenant aujourd'hui le Royaume-Uni est en difficulté quand même, depuis pas mal d'années, enfin depuis le Brexit, mais même ça a commencé peut-être même un peu avant, et aujourd'hui, alors est-ce que c'est lié forcément au fait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne? Pas forcément, mais peut-être en partie aussi. Donc aujourd'hui, ça me choque pas que ce club affirme les règles du club. Mais ça veut dire quoi, Tom? C'est scandaleux ce que vous dites. Ça veut dire que si on n'est pas de centre-gauche ou de centre tout court en Europe, on n'a pas le droit de profiter. Non, mais par exemple, prenons notre exemple. Par exemple, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un État. C'est un État fédéral. Il y a des États fédérés ensuite. Il n'est pas du tout choquant que les États fédérés se soumettent à un certain nombre de règles fédérales. Par exemple, récemment, la remise en cause du droit à l'avortement, comme vous savez, par la Cour suprême, pas par les États fédérés, mais par la Cour suprême, a choqué pas mal de personnes, à juste titre. Donc moi, alors là, le système, l'Union européenne est très très différent de système américain, mais en l'occurrence, effectivement, il y a une superposition de règles. En France, la Constitution française, l'article 55 de la Constitution, les traités sont supérieurs aux lois, donc les normes issues de l'Union européenne sont supérieures aux lois, pas à la Constitution française en effet. Mais on donc, a le droit de pas être d'accord avec ça. D'accord, mais c'est quand même le principe qui régit l'articulation entre l'Union européenne et l'État. Revenons à Berger. Berger, il nous dit l'Italie a mal voté. Bon, moi qui suis à 50% Rital, je me sens particulièrement à l'étroit. Mais sur quoi on juge finalement le fait que les Italiens ont mal voté? Les enjeux de pouvoir d'achat, on berne dans toute l'Europe, les problèmes d'immigration qui renferment les peuples sur eux-mêmes. Donc non, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est finalement la nullité de la gauche et du centre-gauche qui ne propose aucune alternative solide en Italie, et ce depuis 20 ans, et qui a eu, je dirais, des résultats modestes, pour pas dire piteux, politiquement. Vous êtes à moitié italien? C'est vrai. Eh bien, on va avoir un de vos homologues, n'est-ce pas, Cécile? Absolument. Avec nous, maître Ciro Perelli, avocat au barreau de Paris et de Milan, et franco-italien. Vous êtes, je crois, à Milan cet après-midi. Maître, bonsoir. Ciro. Ah, on l'a perdu. On le rappelle, oui, c'est Milan, c'est loin. Je peux le remplacer. Peut-être, oui, pour juste continuer sur ce qui a été dit. Alors, en fait, ça supposerait finalement que les choix démocratiques sont neutres. Moi, je ne pense pas. Il y a effectivement les règles démocratiques qui fait qu'il y a un suffrage universel, en l'occurrence, et donc il y a une expression qu'on doit évidemment respecter, quelle qu'elle soit. Néanmoins, ensuite, il y a des principes d'état de droit contre lesquels peuvent. On part à Milan, les amis. On peut entrer en contradiction. On vous laisse là, mais nous on part à Milan. Allez, maître, bonjour, bonsoir. Buonasera. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette déclaration de Laurent Berger de la CFDT qui dit que les Italiens ont mal voté. Quel est votre sentiment? Alors écoutez, tout d'abord, je voudrais répondre avec une phrase latine. De gustibus non disputandum est.
Pouvez-vous Ça veut traduire dire- en français? On a compris, maître. On a tous fait les antiquités. Voilà, on est des latins. Des latins. Les Français, les Italiens, on est des latins. Permettez-moi vraiment 30 secondes, parce que j'ai entendu en fait l'interview que vous avez fait. Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Je vais déjà vous préciser une chose. Pour moi et pour la majorité des Italiens, il y a une partie de l'électorat qui s'est mal comporté en n'allant pas à voter. Je vous rappelle qu'en Italie, hier, nous avons eu une affluence au scrutin correspondant aux 64% environ. Par contre, je vais vous rappeler que dans les législatives 2018, les Italiens qui se sont présentés au scrutin étaient le 73%. Donc, pour moi, les Italiens qui se sont mal comportés, c'est le delta entre les concitoyens qui sont partis hier aux urnes et les concitoyens du 2018 qui, en fait, hier, ils n'ont pas renouvelé leur mandat de démocratie en direct. Donc, pour moi, ils se sont mal comportés, le 9% des Italiens, et bien sûr, les autres qui ne sont pas allés aux urnes, ni les législatives 2018, ni les législatives 2022. Donc ça, pour moi, c'est la première pensée importante sur laquelle il faut réfléchir. Pourquoi le 2018, nous avons eu le 73%, environ 55 millions d'Italiens au vote, et là, aujourd'hui, le 64%, donc environ 46 millions d'Italiens au vote. Il faut réfléchir sur le mal comportement du 9% des concitoyens. Là, je suis d'accord, il y a une réflexion à faire. Premièrement. Deuxièmement... On va vous faire échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger, je crois, veut poser une question. Oui, maître, vous alliez y venir, je suppose, mais l'union des droites avec la domination du parti Fratelli, si elle a ce succès incontestable, à votre avis, c'est parce que le précédent pouvoir avait totalement déçu? Non. Alors, je vous fais, comment dire, cette analyse telle que concitoyenne. Et là, je mets la casquette italienne. Parce que vous savez, moi, j'ai la double nationalité. Donc, dans ce moment-là, j'utilise la casquette italienne, pas celle française. Allez-y, on a assez peu de temps. Allez-y. En une minute, oui, parce qu'après, on fait la pub. Alors, écoutez, depuis le premier mandat à Berlusconi, je vous parle du 94 à aujourd'hui, le concitoyen, il a voté tous les partis et tous les hommes. Il a voté à droite. Il a voté au centre et il a voté à gauche. Il a voté Berlusconi, il a voté Renzi, il a voté Mario Monti, il a voté Letta, il a voté Di Maio, il a voté le 5 Stelle. Le seul parti pour lequel le concitoyen italien n'avait pas encore donné confiance, c'est le parti de Giorgia Meloni. Donc pour moi, si j'ai fait une réflexion telle que concitoyenne, on a donné la possibilité de gouverner à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y avait que Giorgia Meloni qui restait. Donnons aussi la possibilité à Giorgia Meloni de gouverner et vérifier si effectivement elle est capable ou pas. Eh bien, restez avec nous, on revient dans un instant justement. L'accent de Ciro Perelli, c'est un plaisir. Moi, j'adore les Italiens quand ils parlent français. Il prononce parfaitement l'italien, c'est une merveille. C'est fou, c'est quel acteur, mais quel acteur. On voyage. Ça me donne envie de manger des pâtes. Tiens, allez, restez avec nous dans un instant, des tortellini pour tout le monde. Retour sur un sujet important, bien entendu, comme le dit Laurent Berger de la CFDT, est-ce que les Italiens ont mal voté? Vous dites non à 97%. Et on reviendra sur ces questions avec Jackie, par exemple, qui nous dit qu'il serait bon que l'Italie quitte l'Union européenne, comme d'ailleurs tous les pays membres. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? À tout de suite, 0826 300 300. 17h48, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité au VV. Avec nous Philippe Bilger, Tom Conan, Sébastien Ménard, bien sûr, pour nous donner leur avis, parce que parfois ils nous intéressent, même si c'est pas toujours le nôtre. Et c'est le principe de ce débat. 0826 300 300. On a Eric déjà au téléphone. Eric, on vous dit bonjour, mais ne quittez pas. Bonjour Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à Cécile et à vous tous et à toutes. Vous avez bien raison, merci. Restez avec nous dans quelques instants. Et Ciro Perelli est avec nous, avocat franco-italien au barreau de Paris à Milan. Sébastien Ménard, vous vouliez revenir il y a quelques instants sur... Oui, j'étais un peu choqué par ce que disait Tom. On ne peut pas dire que c'est, je dirais, aux nations de s'adapter aux conditions dictées par l'Union européenne. C'est totalement dingue de dire ça et de soutenir ça. C'est à l'Europe de s'adapter, je dirais, aux résultats des scrutins nationaux. Éric, qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que vous réagissez là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec Sébastien ou vous trouvez qu'au contraire... Oui. Non, mais tout à fait. Écoutez, moi, je trouve scandaleux qu'on te permette de juger le vote d'un pays qui, jusqu'à preuve du contraire, s'est exprimé démocratiquement. Donc, qui sommes-nous? Que ce soit notre première ministre, je pense que, à mon avis, elle a déjà assez à s'occuper avec notre pays avant d'aller donner des leçons à l'extérieur. Et c'est pareil pour la présidente de la Commission européenne. Mais qui sommes-nous? Il faut laisser un peu le... Et justement, où je rejoins, c'est que à force de sous-estimer, de mépriser comme ça les votes des gens, et pour quelque raison qu'ils soient, à partir du moment où c'est fait démocratiquement, c'est comme ça qu'un jour ou l'autre, tout se terminera mal. Alors justement, on va faire réagir Ciro Perelli. Je me souviens quand Berlusconi avait pris Gianfranco Fini, qui était l'ancêtre du parti de Giorgia Meloni, toute la droite, c'était la gauche plurielle à l'époque, qui lynchait l'Italie, et les Italiens avaient dit « Les Français, occupez-vous de ce qui vous regarde, arrêtez de donner des leçons ». Est-ce que c'est pas ce que dit Éric de Bordeaux, et qu'on est un peu trop donneurs de leçons, nous les Français? Fini d'ailleurs... Pardonnez-moi, Fini a d'ailleurs terminé sa carrière politique au centre droit. Hein. Oui. Ciro Perelli. Alors écoutez, chacun il a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. Nous sommes quand même, la France, l'Italie bien entendu, des pays démocrates. Donc la liberté d'expression, elle est un principe fondamental de la Constitution. Après, bien entendu, à partir du moment qu'il y a, comment dire, une expression qui peut faire ou pas partie de la volonté populaire, il faut la respecter, mais en même temps, l'expression, elle doit être, comment dire, de bonne foi. C'est-à-dire, elle doit respecter qui a en face et surtout les concitoyens. Parce que je vais quand même rappeler que si le concept ou éventuellement la pensée est les Italiens, ils ont mal voté, eh ben alors là, on va être offensif à l'égard des 28 millions d'Italiens qui ont voté le centre droit. Alors, par contre, Tom, attends, permettez... je vous en prie. Non, oui, allez-y. Oui, alors, oui, comme j'ai été interpellé tout à l'heure, je précise donc que... Il n'y a rien de scandaleux dans le fait d'avoir la position que j'essaie d'avoir. Ce que je dis, c'est que premièrement, il y a l'expression démocratique d'un peuple qui est évidemment absolue, dans le sens où une fois qu'on lui demande de s'exprimer, bah évidemment, on est obligé de prendre en compte son expression et ensuite adapter le régime politique en fonction. Néanmoins, je rappelle qu'il y a une articulation des normes entre l'Union européenne et les États qui sont souverains, mais selon un système relativement complexe, puisque vous savez bien qu'il y a les règles qui sont issues de l'Union européenne, qui prime par rapport aux lois, ce que je rappelais tout à l'heure, et même par rapport aux règles constitutionnelles nationales, il y a quelque chose d'assez compliqué, il y a plusieurs jurisprudences comme ça du Conseil constitutionnel, notamment les principes fondamentaux qui sont liés à l'identité d'un pays sont normalement toujours librement décidés, j'ai envie de dire, par les nations. Néanmoins, il y a des principes d'état de droit qui sont effectivement supérieurs. Et dans le cadre de la position effectivement qu'on a en Italie, avec le risque d'un parti d'extrême droite, il est quand même assez légitime de se demander si effectivement il n'y a pas certains de ces principes qui pourront entrer en contradiction avec la politique italienne. Donc c'est quand même assez légitime. Et la deuxième légitimité, si je peux dire, c'est on est quand même dans un pays qui a connu le fascisme. Dire, on n'est pas sur un sujet très léger. Hein. L'Italie a connu le fascisme, pour information. Philippe Bilger. Là où, Sébastien, je reviens sur votre propos de tout à l'heure, je ne suis pas totalement d'accord. On ne peut pas dire que l'Europe doit s'adapter
au vote de tous les pays qui en récusent l'esprit. Mais en revanche, il me semble que l'Europe doit les laisser vivre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ne pas les discréditer par principe, c'est autre chose. Et ce que je n'aime pas, c'est cette manière qu'a l'Europe, dans sa bureaucratie et ses principes, de stigmatiser tous ceux qui ne s'accordent pas à l'esprit européen, qu'on se garde bien de définir par ailleurs. Vous voyez, on n'est pas d'accord, mais on finit par tomber d'accord comme à chaque fois. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec Mélanie, rassurez-vous, hein, personne ne marche sur Rome avec des gourdins à l'huile de castor. Hein. Il faut quand même se calmer. Vous nous rassurez, merci beaucoup Sébastien. Éric, vous êtes toujours avec nous ? Oui, tout à fait, oui. Ça vous dit quoi, ça justement ? Est-ce que finalement il faut être quelque part tolérant ? Écoutez, oui, moi je pense qu'en l'état actuellement, voilà, je vois pas pourquoi faire une attaque de principe, quoi. Et puis encore une fois, quoi, le peuple italien s'est exprimé démocratiquement. Bon, maintenant il faut leur laisser et puis entre guillemets peut-être leur laisser leur chance, voir ce que ça donnera. Parce que est-ce que nous, encore une fois, est-ce qu'on est en position de donner des leçons ? Non, mais est-ce que ça vous fait peur, par exemple, sur les sujets liés à l'avortement, par exemple ? Est-ce que ce sont quand même des positions qui vous font peur ? Non, moi je dis il faut attendre. Parce qu'en plus on est bien placé pour savoir que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc entre ce qui est dit dans les programmes et ce qui est vraiment appliqué, voilà, il y a aussi une marge, hein, parce que de fait, qu'on le veuille ou non, quels que soient après les gouvernements européens, ils se trouvent quand même confrontés aux réalités européennes. Donc voilà. Tom, juste pour dire, l'Union européenne n'est pas un espace neutre. C'est pas juste un espace, c'est pas juste un marché. C'est devenu l'Union européenne en 92 avec le traité de Maastricht, et ensuite il y a eu d'autres actes subséquents. Mais donc c'est un espace politique. C'est un espace pas forcément progressiste, d'ailleurs de droite ou de gauche spécialement, mais c'est un espace politique avec des valeurs. Il y a le traité C4 51, ensuite l'acte fondateur avec le traité de Rome, justement en 58, et donc il y a un certain nombre de droits qui articulent un peu l'esprit que doit prendre cette Union européenne. Et je rappelle aussi que l'Italie, c'est pas un pays comme un autre, c'est un pays qui est fondateur de cet espace-là à l'origine. Il reste même pas une minute. On n'a pas de leçon. Et Chiro pour le mot de la fin. On n'a pas de leçon à donner aux Italiens, mais on a peut-être une leçon à tirer. Finalement, Meloni a réussi là où Zemmour s'est planté en France, à faire l'union des droites et profiter des divisions, ce que la NUPES n'a pas réussi non plus à faire. En 30 secondes, Chiro Perelli, le mot de la fin. En 30 secondes, tel que, comment dire, juriste, je vais quand même faire une petite précision. Je voudrais rappeler que le 18 juin 2004, le Conseil européen a approuvé le traité qui devait adopter l'engrais de la Constitution européenne. On est au 26 septembre 2022, nous n'avons pas encore la Constitution européenne. Donc, c'est pas, comment dire, tout à fait correct ce que j'ai entendu, c'est-à-dire d'un point de vue de la hiérarchie, donc les sources du droit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler des sources des droits européennes, tout simplement parce que mon concitoyen Giscard d'Estaing a été nommé le mois d'octobre 2004 pour rédiger la Constitution européenne. Et nous sommes encore en train de l'attendre. Merci beaucoup, Chiro Perelli. J'adore Giscard d'Estaing avec l'accent italien. Giscard d'Estaing. Merci d'avoir été avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, c'est jusqu'à 20h. En tout cas, avec nos éditorialistes, Philippe Bilger, Tom Conan, Sébastien Ménard. Dans un instant, on parlera d'un mot du jour. Et le mot, mais ne le prenez pas du côté triste, il est gai. C'est larmes. À tout de suite.